bien, nous revoilà donc dans la grande salle pour ce deuxième journée donc de notre sommet du bien commun, où nous avons le plaisir donc de réfléchir sur les mobilités après l'adresse du maire de Toulouse sur les mobilités à long terme. Et nous avons le plaisir d'accueillir à distance Carlos Tavares, que je salue ici. Je le vois effectivement sur l'écran de retour, qui est le directeur général de Stellantis. Et pour parler long terme, avec donc le patron du premier constructeur, je veux dire, en Europe, mais bien au-delà de l'Europe, nous avons donc Christian Gaulier, qui est le directeur général de TSE, qui a beaucoup travaillé sur toutes les questions de transition écologique, vous le savez, et puis qui, comme tout économiste, réfléchit à long terme sur ces questions-là. Et quand on parle de long terme et de mobilité, il y a quelque chose qui s'invite tout de suite dans le panorama, c'est la date de 2035, à la date à laquelle, effectivement, l'Union européenne a décidé d'interdire les voitures thermiques. Alors, par rapport à cette décision-là, effectivement, les conséquences sont assez délicates. C'est pour ça, notamment, que Jean Pisani-Ferry, qui a remis il y a quelques jours un rapport à la Première ministre, évoquait le fait que cette transition énergétique menaçait d'être spontanément inégalitaire. Il a calculé dans le rapport de France Stratégie que passer à l'électrique demandait pour les classes les plus pauvres, les 20% les plus pauvres en France, un investissement qui correspondait à 2 ans, 2 années de revenus. Pour les classes moyennes, plutôt un peu plus d'1 an. Est-ce que, Christian Gaulier, ça veut dire qu'une telle mesure est socialement acceptable ou c'est trop difficile ? Alors le problème d'acceptabilité sociale est évidemment central. Il est central dans toutes les dimensions, dans tous les secteurs de la transition énergétique. Il n'y a pas de solution simple. Elles sont toutes coûteuses économiquement ou impactantes en termes de confort. Je pense par exemple au problème de température ambiante dans les bâtiments. Mais si on revient sur la problématique de la mobilité, le secteur de la mobilité est le mauvais élève des 30 dernières années en termes de décarbonation. On a réduit globalement nos émissions de CO2 en Europe de 25% par rapport à 90, mais le secteur de la mobilité a plutôt augmenté. On a amélioré, et on remercie ici les compagnies automobiles, on a amélioré l'efficacité énergétique des véhicules, mais comme il y a une espèce d'effet rebond qui fait qu'on a parcouru plus de kilomètres, donc globalement on a émis plus de CO2 qu'avant. Donc on a un problème d'acceptabilité sociale parce qu'effectivement les coûts pour ce secteur-là, le coût de la décarbonation sont particulièrement sévères. Il y a un rapport récent de France Stratégie 2021-2022 qui nous dit en fait par tonne de CO2 économisé, le passage de la voiture thermique à la voiture électrique représente un coût de 250, 350, 450 euros la tonne de CO2 évitée, à comparer à d'autres secteurs où, par exemple, je vais prendre le cas du remplacement du charbon par le gaz naturel pour produire de l'électricité. Là, on est plutôt dans des coûts de l'ordre de 30, 40, 50 euros la tonne de CO2 évitée. Donc, évidemment, à court terme, il vaut mieux essayer de décarboner, et d'ailleurs, c'est complémentaire, il vaut mieux commencer par décarboner ou réduire le degré de l'intensité carbone de l'électricité qu'on produit. Et évidemment, c'est un élément indispensable pour que la voiture électrique, la transition vers la voiture électrique soit intéressant au niveau de la décarbonation du secteur. Mais le point important ici, c'est que d'abord, les coûts sont importants et l'acceptabilité sociale des efforts dans le secteur de l'automobile sont aussi élevés. Je me souviens quand j'étais petit, j'allais avec mon papa au salon de l'automobile à Bruxelles, et alors je me souviens, je devais être revenu avec une décalcomanie, comme on dit en Belgique, ma voiture, ma liberté. Enfin, on voit bien dans le mouvement des Gilets jaunes, par exemple, que toucher à la voiture, toucher à la mobilité, c'est socialement très problématique. Alors évidemment, le sujet de dire en 2035, on va interdire la vente de véhicules neufs thermiques, ça paraît une bonne idée. En fait, ça va pas être
si simple que ça. Hein. Et justement, il n'y a pas simplement la question de l'acceptabilité sociale. Je me tourne là maintenant vers Carlos Tavares. Il y a celui de l'acceptabilité commerciale. Vous avez plusieurs fois souligné que les véhicules électriques sont en gros 50% plus chers que les véhicules thermiques. Est-ce que vous ne craignez pas une forme de révolte des clients et on voit dans un sondage qu'on a fait dans Challenge cette semaine qu'il n'y a tout juste un client sur 5 aujourd'hui qui est prêt à passer à l'électrique. Carlos Tavares, donc c'est à vous. Bonjour à tous et merci de m'inviter à ce débat que je trouve passionnant. Il y a beaucoup de points qui ont été soulevés à l'instant que nous partageons totalement. La liberté de mouvement, c'est fondamental à la vie des démocraties modernes. Et donc, nous considérons que notre raison d'être chez Stellantis, c'est d'apporter des solutions qui soient propres, sûres et abordables pour protéger la liberté de mouvement. Et donc, c'est notre raison d'être. Nous pensons qu'effectivement, s'attaquer à la liberté de mouvement de nos sociétés, de nos citoyens, a fortiori ceux qui auraient les moyens économiques les plus faibles, ce n'est pas véritablement raisonnable. Et donc, nous sommes ici et nous mettons toute notre puissance scientifique et industrielle au service de la recherche de solutions qui soient sûres, propres et abordables pour protéger cette liberté de mouvement. Donc, tout à fait d'accord avec ça. Ce qui se présente devant nous, c'est que il y a une certaine forme d'autisme. Les propos qui ont été tenus il y a quelques minutes sont des choses que nous disons depuis au moins 5 ans. Ça fait au moins 5 ans que nous expliquons exactement ce qui vient d'être dit. Et je vois avec une certaine amertume que nous avons maintenant des rapports d'entités qui sont considérées comme crédibles, alors que nous ne le sommes pas, qui nous renvoient à ce que nous disons depuis 5 ans. Alors, je vais prendre le côté positif de la chose et je vais dire, super, enfin, on se rend enfin compte de la nature du problème que pose une approche dogmatique de la résolution d'un problème que nous allons de toute façon devoir résoudre. Et donc, je suis effectivement tout à fait d'accord avec les propos qui ont été tenus. L'enquête sénatoriale qui a été faite récemment, qui dit que les ZFE sont rejetés par 86% de la population, ignore le fait que la plupart d'entre nous, nous utilisons notre véhicule pour aller tout simplement travailler. Alors, sommes-nous prêts à critiquer ceux qui utilisent leur voiture pour aller travailler ? Et donc, voyez, c'est ça le sujet qu'il faut traiter, c'est comment on résout ce problème. Alors, comment vous allez le résoudre ? Je vais pas vous donner la réponse. Comment vous allez le résoudre pour qu'effectivement les clients fassent ce passage compte tenu des différences de coûts que vous avez vous-même évoquées entre véhicules thermiques et est-ce que vous avez les moyens de baisser ces coûts-là ? Et on parlera tout à l'heure avec Christian Gaulier des questions éventuelles de redistribution, de subventions. J'en profite juste pour rappeler à la salle que vous pouvez toujours poser des questions à Carlos Tavares ou à Christian Gaulier via notre système de QR code. Donc, Carlos Tavares, vous allez, être en mesure de réduire ce fossé entre le prix du véhicule électrique et du véhicule thermique ? Je vais vous répondre très précisément. D'abord, je vais vous dire une chose très simple. Chez Stellantis, nous n'avons aucun problème avec l'interdiction de vendre des véhicules thermiques en 2035. Il faut que vous compreniez ça. Nous n'avons aucun problème avec cette décision. Elle a été prise avec environ 13 ans d'anticipation. Donc, je ne pourrais que saluer le fait qu'on nous donne du temps pour nous adapter à cette décision-là. Ça, c'est un premier point, c'est important. Cette décision-là ne nous pose pas de problème. Cette décision nous impose par contre une transformation très profonde, très rapide, voire très violente de ce que nous faisons. J'ai le privilège d'être à la tête d'une entreprise qui est composée de gens extraordinaires, qui comprennent l'importance de ce que nous faisons et qui sont pleinement engagés à faire ça. Et j'aurais aimé que l'ensemble des acteurs de la société reconnaissent les efforts prodigieux que font
tous les employés des constructeurs automobiles, et en particulier ceux de Stellantis, pour apporter des solutions au problème de liberté de mouvement qui doit être propre, sûr et abordable. Donc nous n'avons pas de problème avec l'interdiction de vendre des véhicules thermiques en 2035. Nous sommes en train de nous adapter à une vitesse extraordinaire. Nous avons déjà actuellement en cours de production des usines de moteurs électriques, des usines de transmission électrifiée. On a inauguré cette semaine la première Gigafactory de batteries. Nous avons mis 12 véhicules électriques dans les usines automobiles françaises. Nous sommes en pleine mutation. Et vous verrez que le problème, il va venir tout simplement d'une équation que je partage avec vous. Quand vous regardez le coût total d'une automobile et que vous regardez le coût de fabrication d'une automobile au moment où vous mettez cette automobile sur le camion qui va emmener cette voiture chez le concessionnaire, vous avez dans ce coût total 3 grands facteurs. Vous avez en gros 5% de coût logistique, 10% de valeur ajoutée qui est faite dans les usines du constructeur automobile et 85% de coût de pièces achetées. Donc 85% de pièces achetées, 10% de valeur ajoutée chez le constructeur qui assemble et 5% de coût logistique. Lorsque vous vous dites, et vous l'avez dit fort bien, que le coût de la technologie électrique qui nous est imposée par Bruxelles, puisque la réglementation n'est pas neutre en technologie, elle impose une technologie. Il se trouve que cette technologie est 40 à 50% plus chère que la technologie conventionnelle. Il n'y a pas d'autre solution que d'absorber ces 40 à 50% de surcoût. Parce que toutes les autres solutions sont des désastres, soit des désastres sociaux, soit des désastres en matière d'instabilité sociale si on cherche à limiter la liberté de mouvement des citoyens. Donc, on doit se mettre en situation d'absorber 40 à 50% de surcoût. Ce qui est le vrai problème de cette décision, c'est qu'il n'y a pas eu au niveau des leaders politiques la moindre étude d'impact de ce que cela signifie que d'absorber en quelques années 50% de surcoût. Et donc, si je suis extrêmement confiant sur le fait que mes équipes vont être capables de s'imposer à elles-mêmes les changements nécessaires pour ce faire, vous voyez bien que l'effort de réduction de 40 à 50% de surcoût va se faire proportionnellement aux 3 facteurs que je viens d'évoquer. 85% de pièces achetées, 10% de valeur ajoutée chez le constructeur, 5% sur la logistique. Donc, c'est assez facile de comprendre que l'effort, il va porter essentiellement sur le tissu industriel des fournisseurs de pièces automobiles. Or, en Europe, vous avez 14 millions d'emplois dans l'automobile. Et je ne vous fais pas l'injure de vous rappeler quelle est la contribution au PIB européen de l'industrie automobile. Donc c'est là que se situe véritablement le problème. Ben écoutez, en tout cas, on a compris pourquoi vous évoquez le mot violent dans la transition. Christian Gaulier, il y a donc effectivement le facteur coût qu'évoquait Carlos Tavares. Il y a aussi toujours la possibilité de se dire l'État peut aider pour le bien commun à subventionner. Il l'a commencé d'ailleurs pour les véhicules électriques. Va-t-il continuer à le faire? Mais à force de subventionner à fond l'achat de véhicules électriques, on creuse également les déficits. Et est-ce que creuser les déficits publics, ça colle avec le bien commun? Alors d'abord, je voudrais abonder sur ce que vient de dire Monsieur Tavares. C'est vrai que c'est difficile pour une entreprise isolée d'avoir une vraie politique de décarbonation quand les coûts sont aussi importants que ça. Hein. Et donc avoir une décision politique au niveau européen consistant à dire en 2035 on ne vend plus de véhicules thermiques neufs. Je pense on peut discuter de l'efficacité, de l'optimalité de cette stratégie-là, mais au moins c'est clair et ça met tous les constructeurs sur la même la même ligne de départ. Donc là, pour ça, je pense que c'est une bonne chose. Effectivement, l'augmentation des coûts pose des problèmes importants de technologie pour les producteurs, mais c'est aussi une chose qui va conduire à une augmentation des prix. Hein. Donc la problématique d'acceptabilité sociale est importante. La voiture électrique coûte
et coûtera encore pendant longtemps plus cher que la voiture thermique. Et donc, ça va se révéler dans les prix. Et donc, en 2035, se posera la question de, au fond, quand le gouvernement va dire, mais non, vous ne pouvez plus acheter cette voiture 2 fois moins chère, qui est plus efficace et qui peut-être a des sources d'énergie qui sont moins coûteuses. Effectivement, la question de est-ce qu'il faudra résoudre ce problème par des subventions, un bonus-malus boosté, par exemple, hein, ça reste une vraie question parce que ces voitures-là, elles sont essentiellement les voitures électriques. Elles sont plutôt, c'est le cas aujourd'hui, hein, achetées par les classes socio-professionnelles les plus élevées. Et donc, on a là aussi, hein, ce bonus-malus, il accroît les inégalités parce que le bonus, il va aux gens qui sont capables d'acheter ces voitures-là, qui sont très chères et qui resteront chères longtemps. Donc c'est un vrai sujet. Les économistes disent effectivement, étant donné que l'Europe, mais par rapport aux États-Unis, l'Europe aura des difficultés pour financer ces efforts de transition énergétique, en particulier des ménages, par de l'endettement, parce qu'on est arrivé à des niveaux d'endettement et avec une problématique européenne particulièrement délicate sur la gouvernance de ces déficits et de ces dettes publiques. On l'a bien vu avec la crise de la zone euro il y a une dizaine d'années. Notre capacité d'endettement des États pour soutenir les ménages dans leur effort de transition et les entreprises sont beaucoup plus faibles qu'aux États-Unis. Les États-Unis ont mis en place un Inflation Reduction Act qui est possible pour eux parce qu'ils ont une capacité d'endettement largement plus importante. Est-ce que ça va d'ailleurs apporter des résultats? Il faudra voir. Le point, c'est que l'Europe ne peut pas y arriver. Donc l'acceptabilité sociale va être beaucoup plus complexe à gérer en Europe. En particulier, je pense que en 2034, si on n'a pas mis en place une taxe carbone au niveau qui est socialement désirable, sans doute autour de 200 € la tonne de CO2, on va avoir une vraie tension sociale quand on verra que les voitures d'occasion sont beaucoup moins chères, beaucoup moins coûteuses en termes d'énergie que les voitures électriques. Sur le 200 € la tonne de CO2 en taxe carbone, ça veut dire quelles conséquences sur le plein aujourd'hui? 50 centimes le litre. Et c'est bien raisonnable de parler d'une taxe carbone de 50 centimes alors que les gilets jaunes sont sortis pour quelque chose qui était 3 ou 4 fois moins élevé? Oui, mais c'est une bonne question. Mais est-ce que c'est bien raisonnable d'interdire des voitures beaucoup moins chères à produire en 2034 ou en 2035? Le problème d'acceptabilité sociale, il est général. On peut pas dire la solution à interdiction des voitures neuves thermiques en 2035, c'est aussi problématique au niveau de l'acceptabilité sociale que la taxe carbone. Or, la taxe carbone, elle a un avantage par rapport à l'interdiction, les normes et tout ça, c'est qu'elle engendre un rendu fiscal qui peut être utilisé pour compenser les ménages les plus modestes. Et plus la taxe carbone sera élevée, plus on a des rendus fiscaux qui pourront exécuter ce genre d'opération pour faire en sorte que la lutte contre le changement climatique soit combinée avec une lutte contre les inégalités. On peut faire les deux avec une taxe carbone qui est très difficile à faire dans toutes les autres approches de politique climatique. Carlos Tavares, vous pensez qu'effectivement il faut en passer par la taxe carbone sur les carburants? Ce que je peux partager avec vous, c'est que on assiste en ce moment à une fragmentation du monde et au renforcement des bulles. Nous avons la bulle américaine, la bulle européenne, éventuellement la bulle chinoise. Il faut savoir que, si vous écoutez ce que disent les économistes, quand vous créez une bulle, la première chose que vous créez, c'est de l'inflation à l'intérieur de la bulle. Il faut pas oublier que, au cours des 30 dernières années, le pouvoir d'achat des classes moyennes européennes a été créé grâce à l'approvisionnement de biens de consommation dans des pays low cost. Vous avez l'exemple très connu des écrans plasma qui venaient tous d'Asie et qui permettaient aux Européens de profiter de la Coupe du Monde de football ou d'autres choses. Et donc on sait très bien que depuis 30 ans, le pouvoir d'achat des classes moyennes européennes a été fortement basé sur l'ouverture du marché européen à des sourcings low cost.
La conséquence de ça, c'est que nous avons perdu une partie de notre industrie. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est quelque chose qu'on veut corriger. Très bien, on peut le corriger. Et donc, on peut le corriger comment? On le corrige en créant une bulle. Si on crée une bulle, on crée de l'inflation. Et donc, la question nous revient immédiatement dans la figure, qui est, une fois que vous avez créé la bulle qui génère de l'inflation, comment vous faites pour assurer la stabilité sociale de nos populations? Vous êtes revenu à la case départ. Donc, en fait, tout ceci va nous emmener vers un point qui n'est rarement abordé parce qu'il est tabou, c'est la question de la compétitivité de la région Europe vis-à-vis du reste du monde et de la volonté que la région Europe a d'être un lieu compétitif vis-à-vis des principaux concurrents mondiaux qui sont naturellement les États-Unis par leur protectionnisme et l'Asie par leur structure de coût bien meilleure que la nôtre. Donc moi je ne pense pas que créer une bulle va résoudre le problème. Je pense que créer une bulle, ça va ouvrir la porte à plus de propos démagogiques, mais ça va surtout nous conduire à plus d'inflation. Je voudrais juste comprendre, quand on parle de taxe carbone, vous imaginez que c'est quelque chose qui sera facteur d'inflation et que quelque part ça va toucher la compétitivité de l'Europe comme continent et comme facteur de production. C'est bien ça, Carlos Tavares, hein? Je vous donne un exemple très concret qui éclairera mon propos. Aujourd'hui, la voiture électrique la moins chère disponible sur le marché français, c'est une voiture qui est fabriquée en Chine. La moins chère des électriques, elle est fabriquée en Chine. Si demain, vous mettez une taxe carbone à l'importation de cette voiture, la première victime de cela, c'est ceux qui aujourd'hui achètent cette voiture électrique à 20 000 euros. Ils vont la payer plus cher. C'est ça la première conséquence. Et donc, à partir de là, la position de Stellantis est un peu différente parce que nous sommes une entreprise globale. Nous avons des présences commerciales très fortes en Amérique du Nord, nous sommes leaders en Amérique latine, nous sommes numéro 2 en Afrique Moyen-Orient, nous sommes numéro 2 en Europe. Donc nous sommes une entreprise globale. Donc nous, on fera toujours le choix de nous confronter à la concurrence la plus dure, parce que nous sommes une entreprise globale. Si en Europe, nous voulons protéger notre mode de vie européen avec des taxes à l'importation, quelle que soit la nature, ça peut être le carbone, ça peut être autre chose. La première conséquence de cela, c'est que les classes moyennes qui ont, sur les 30 dernières années, construit leur pouvoir d'achat sur un sourcing low cost, la première conséquence de ça, c'est que les classes moyennes vont pâtir d'une inflation plus importante. CF, l'exemple de la voiture électrique actuellement la moins chère sur le marché français, qui est fabriquée en Chine. Oui, effectivement, la transition énergétique est inflationniste, hein, que ça soit par la taxe carbone ou que ça soit par n'importe quelle méthode. Interdire la production d'acier par des hauts fourneaux et obliger des sidérurgistes à remplacer cette technologie-là par une technologie hydrogène plus électricité verte, ça va, dans certaines études, ça va doubler le coût de production de l'acier. Et que ça soit par une méthode basée sur une taxe carbone, par des marchés de permis d'émission, ou que ça soit par des interdictions, c'est le résultat le même. Donc c'est pas, je trouve que la critique de M. Tavares pour la taxe carbone est un peu injuste, parce que on est confronté au mur de l'inflation liée à la transition énergétique. On est aujourd'hui, sauf ce miracle technologique à venir, on est confronté à une obligation morale vis-à-vis des générations futures à supporter des augmentations des coûts. Nous avons vécu depuis 2 siècles, c'est des ressources d'énergie qui sont particulièrement peu chères. Le coût de l'essence aujourd'hui, compte tenu de l'inflation, est pas plus élevé qu'en 1975. Hein. Donc on a quand même là on a vécu une période de 2 siècles où notre prospérité elle était fondée sur une source d'énergie très peu coûteuse, et sauf miracle technologique, ça va être plus cher à l'avenir. Donc c'est inflationniste par nature, et effectivement, Monsieur Tavares a là-dessus tout à fait raison. Ça va impacter plutôt les classes sociales les plus modestes. Donc on a un vrai problème. Et nous, on revient au problème de l'acceptabilité sociale. Il faut des compensations pour les personnes, les ménages les plus vulnérables.
Il y a un sujet dont on parle peu autour de la mobilité avec des voitures, c'est celui du carburant. Actuellement, il y a des publicités, on les voit tous, qui disent que en fait, avec le courant électrique, on a effectivement un mode de propulsion qui est moins cher pendant effectivement en valeur d'usage, quoi. C'est l'électricité moins chère que le carburant. Est-ce que c'est un argument qui vous rassure, Carlos Tavares, de se dire bon, on va pouvoir profiter de l'électricité qui va être moins chère pour nos clients et donc qui vont rouler moins cher qu'aujourd'hui avec l'essence telle qu'elle est taxée en Europe? C'est une excellente question. Et ça pose le débat sur l'équilibre des finances publiques. La dernière fois que j'ai regardé le chiffre, les recettes fiscales sur les carburants en Europe sont de 440 milliards d'euros. 440 milliards d'euros. Je crois qu'en France, c'est un peu moins de 40 milliards d'euros. Et donc, la question qui se pose, c'est ces recettes fiscales aujourd'hui, elles participent significativement au mode de vie que nous avons en Europe. Donc, la question que vous posez, qui est très pertinente, jusqu'à quel point est-ce que l'électricité va nous permettre de réduire le coût d'usage de la mobilité, elle mérite une réponse le jour où on saura dire où est-ce qu'on va ponctionner les 440 milliards d'euros de recettes fiscales sur les carburants qui aujourd'hui participent à un équilibre de nos comptes dont nous savons qu'il n'est pas parfait. Et donc, ce à quoi on peut s'attendre, c'est qu'une partie de ces recettes fiscales sur les carburants va évoluer vers l'énergie et donc vers l'électricité. Et donc, lorsque cet équilibre budgétaire sera rétabli, on pourra répondre à votre question. Est-ce qu'effectivement, le coût d'usage d'un véhicule électrique avec une électricité bon marché sera une réalité? Peut-être que oui, peut-être que non, le jour où on aura résolu la question d'où vont venir les 440 milliards d'euros de recettes fiscales européennes sur les carburants. D'autant plus que toujours sur le long terme, Christian Gaulier, vous posez la question de savoir que vont faire les pays producteurs de pétrole et est-ce qu'ils ne vont pas en fait jouer une forme de concurrence frontale contre la production et la propulsion à l'électricité? Oui, effectivement. Alors, on a un vrai sujet et je voudrais pas être à la place de M. Tavares. Les incertitudes technologiques dans cette transition écologique et énergétique, elles sont absolument majeures. Donc, il y a plein de dimensions, des dimensions d'incertitudes technologiques dans le secteur de l'automobile, dans le secteur de la production d'électricité. On sait pas encore vraiment comment on va résoudre le problème d'intermittence. C'est bien beau de voir dans votre numéro Challenge cette semaine les extraordinaires courbes de baisse des coûts de production du kilowattheure par le solaire et par l'éolien, mais faut-il encore être capable de stocker cette électricité quand il y a beaucoup de vent et beaucoup de soleil pour pouvoir l'utiliser quand il n'y a plus de vent et il n'y a plus de soleil. Et ça, il y a un énorme verrou technologique et on pense, si vous regardez le rapport RTE de l'année dernière, que l'ensemble mix électrique 2050 en France, il va avoir un coût de production d'électricité qui est 20% supérieur. C'est pas énorme, mais c'est quand même supérieur au coût de production d'électricité aujourd'hui. Donc on a aussi des problématiques d'évolution des prix et des coûts et des charges sociales et des charges fiscales qui pèsent sur cette source d'énergie. On a aussi effectivement, vous avez raison de le dire, d'énormes incertitudes sur la réaction des pays pétroliers face à l'engagement des pays consommateurs de pétrole et de gaz naturel et de charbon voilà, si effectivement l'Occident devient sérieux dans sa volonté de réduire l'utilisation de produits carbonés, ça veut dire qu'il y a avant ça, peut-être mettre les choses en perspective. On a un stock de pétrole et de gaz naturel extraordinaire et de charbon extraordinaire. En fait, si on veut rester en dessous de 2 degrés Celsius, il faudra laisser sous terre pour toujours 90% de nos réserves. Donc si on est sérieux pour rester en dessous de 2 degrés, les pays pétroliers qui pensaient pour être assis sur une tonne, des mines d'or extraordinaires, ça c'est fini. Et donc il est probable que si nous devenons sérieux en Occident sur notre volonté de réduire nos émissions de CO2, ça veut dire une baisse de la demande sur la marché
marché pétrolier, ça veut dire probablement une volonté des pays pétroliers d'écouler leurs stocks avant qu'il ne soit trop tard. Et si ils font ça, ça va faire pas s'effondrer, mais en tout cas maintenir des prix très faibles sur le marché, ou réduire le prix du pétrole sur le marché pétrolier. Je vous rappelle que extraire un baril de pétrole des sous-sols de l'Arabie Saoudite, c'est $1 du dollar, le coût d'extraction. Donc leur marge est énorme. Ils ont de la marge pour concurrencer les énergies renouvelables. Et donc ça ne ferait que retarder encore un petit peu plus la transition. Je voudrais que on passe sur ce dernier quart d'heure du débat sur quelque chose qui est au-delà de la production et qu'on reste sur l'usage de l'automobile. Carlos Tavares, parmi les 14 marques de Stellantis, il y en a une qui est un petit peu moins connue que les autres parce que ce n'est pas une marque d'automobile, c'est un service qui s'appelle Free to Move, et ça vous a fait beaucoup réfléchir sur l'évolution de l'usage de la voiture. Qu'est-ce que Free to Move vous a appris sur ce que pourrait être la place de l'automobile dans la vie des citoyens au cours des prochaines années? Et d'abord, ça nous a appris que il y a une soif de préserver la liberté de mouvement qui est très puissante. Et je pense que ce serait une grave erreur d'un point de vue de la compréhension de nos sociétés que de ne pas tenir compte de ce besoin de mobilité. D'ailleurs, nous l'avons vu pleinement lorsque nous sommes sortis de la période Covid. Nous étions avides de vie et nous étions avides de mobilité. Et donc, effectivement, ça nous a appris qu'il y a une avidité forte de mobilité et qu'évidemment, il y a un enjeu majeur qui est le coût de cette mobilité. Donc, nous avons été, avec Free to Move, dans une position assez intéressante que je peux partager avec vous. Nous étions un acteur qui avait 5% du marché des services de mobilité en Europe, et à force de travail, à force d'études sur la manière d'appréhender ce modèle d'affaires, nous avons réussi à créer un modèle d'affaires, on va dire, 0+, c'est-à-dire à l'équilibre, légèrement positif, mais à peine à l'équilibre. Au bout d'un certain nombre d'années où nous avions 5% du marché européen à 0+, celui qui était le leader du marché européen, qui avait 50% de part de marché, est venu frapper à notre porte pour nous vendre son entreprise qui s'appelle ShareNow, 50% du marché européen, parce qu'ils faisaient depuis des années et des années et des années des pertes, ils en avaient marre de faire des pertes. Donc ils sont venus frapper à la porte de celui qui avait 5% de part de marché à 0+, pour se débarrasser de leurs problèmes. Depuis que nous avons fait cette acquisition, nous avons donc 50% de part de marché en Europe et nous sommes les leaders et de loin, et nous sommes en train de faire le redressement de ce modèle d'affaires. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que c'est une illusion de penser que dans un monde où l'argent n'est plus gratuit, on peut offrir des services de mobilité qui font des pertes colossales indéfiniment. Et d'une certaine manière, l'augmentation des taux d'intérêt nous ramène au bon sens, qui est que même les services de mobilité se doivent, pour être pérennes, d'être une activité rentable. C'est la leçon de celui qui avait 5% de part de marché et qui s'est vu offrir l'opportunité d'acheter le leader à 50% parce qu'il en avait marre de faire des pertes. Et donc, d'abord, on a appris que la pérennité de ce modèle d'affaires pour assurer ce service passe par une compréhension très fine de ce qui se passe dans les milieux urbains. Par exemple, la nécessité d'offrir le parking gratuit à ces voitures. Par exemple, la nécessité pour les municipalités de s'occuper du vandalisme, qui grève les coûts dans des proportions très importantes. Et par exemple, l'importance qui est la nôtre de positionner cette offre dans le marché par rapport aux autres offres de transport public plus traditionnels. Et donc, on a appris tout ça, on a appris la segmentation du marché, on a appris le modèle d'affaires, on a appris la nécessité d'avoir une exigence
vis-à-vis des municipalités qui sont toujours très spontanées à se débarrasser de l'automobile, et nous le comprenons. Inversement, si elles veulent promouvoir une autre mobilité que simplement la mobilité par des véhicules possédés par les citoyens, il faut aussi qu'ils apportent leur contribution. Je pense aux assurances, je pense au vandalisme, je pense aux places de parking gratuites dans ces zones-là. Et donc on a appris tout ça. Je dois vous dire que c'est un métier pointu. C'est pas aussi simple que ça en a l'air. C'est pointu, mais c'est faisable. Et donc nous, on continue à se développer. On a bon espoir que dans quelques mois, ces 50% de parts de marché que nous avons en Europe seront à la fois positifs, c'est-à-dire pérennes, et auront trouvé leur place dans la segmentation des services de mobilité des milieux urbains. Alors j'ai une question pour tous les deux justement sur l'évolution des usages de l'automobile, en me fondant une nouvelle fois sur le rapport de Pisani-Ferry. Alors lui, là pour le coup, il est sur le marché français et il dit que la manière dont on va utiliser l'automobile différemment fait qu'en 2030, le marché français pourrait être réduit de 500 000 voitures. Est-ce que vous, en tant qu'économiste, une prévision aussi importante, 500 000 voitures sur un marché qui est autour de 2 millions, plus ou moins selon la bonne ou mauvaise conjoncture, est-ce que ça vous semble pas quand même gigantesque, Christian Gaulier, simplement sur une évolution de l'usage de l'automobile? Ça nous rappelle la marche l'intensité des transformations de modes de production et de modes de consommation, de modes de vie dans notre société. C'est assez extraordinaire quand même. Je pense qu'on est tous conscients du problème du changement climatique, mais ayons en tête que 2030, c'est demain, et 2030, c'est moins 55% de réduction d'émissions de CO2. On a fait en 33 ans 25% de réduction des émissions de CO2 par rapport à 90. Il nous reste en 7 ans à faire 30%. Donc c'est absolument gigantesque. Et effectivement, il va y avoir des transformations massives de la structure des emplois dans notre société, des industries les plus brunes vers les industries les plus vertes. Et j'espère que l'industrie automobile fera partie de la seconde catégorie. Mais l'intensité est considérable. Et ayons aussi en tête que la production d'une voiture électrique a une intensité en travail beaucoup plus faible, en tout cas plus faible. Monsieur Tavares pourra me confirmer que la production de voitures thermiques. Donc en termes de marché du travail, il y a une double transformation, un double phénomène. Carlos Tavares, vous y croyez, vous, à cette projection de Pisani-Ferry, moins 500 000 voitures vendues en France en 2030? Je voulais répondre à votre question en élargissant un peu la réponse à l'élément suivant. Moi, j'ai déjà promis à mes 4 petits-enfants que mon entreprise sera neutre en carbone en 2038. Donc ça c'est fait. Et Stellantis sera une entreprise neutre en carbone en 2038, parce que je l'ai déjà promis à mes 4 petits-enfants. Point numéro 1. Point numéro 2. Depuis 2019, si vous prenez en référence l'année 2019, et ceci est une information publique vérifiable, l'empreinte carbone du groupe Stellantis a été réduite de 30%. De 30%. Ça, c'est vérifiable. Ce sont les données RSE de l'entreprise. Point numéro 3. Si on veut parler des difficultés qui sont devant nous, et il y en a, on peut raisonner de la manière suivante. Comme je produis en Europe pour le marché européen, je peux m'engager devant vous que la part de marché de Stellantis restera raisonnablement à hauteur de 20% du marché européen. Évidemment, je vais devoir lutter contre les Chinois et contre tous mes concurrents habituels. Les Chinois qui arrivent en Europe avec un avantage coût de l'ordre de 25%. Et donc, je vais devoir lutter contre tous ces concurrents-là. Ce sera dur, ce sera probablement brutal, mais il est possible de dire que nous allons avoir 20% de part de marché. Et je tenais ce raisonnement-là avec mes partenaires sociaux pas plus tard que hier, parce qu'ils me posaient la question des volumes et de l'activité. Est-ce que la réduction des volumes et de l'activité va avoir un impact sur l'emploi? Moi, je leur disais, écoutez, c'est très simple. Nous avons un marché qui a une certaine taille. Je ne contrôle pas le marché parce que la taille du marché, elle est contrôlée par l'autophobie. Je multiplie la taille du marché par ma part de marché. Et je vous dis, moi, je vais avoir 20% de part de marché. Et comme vous ne souhaitez pas fermer d'usine et moi non plus, je divise
le résultat par le nombre d'usines. Ben, vous avez le volume moyen par usine. Maintenant, si vous réduisez la taille du marché de X%, vous pouvez aussi faire le calcul. Vous réduisez le marché de 20% ou de X%, vous multipliez par 20% de part de marché, et vous savez qu'une usine, c'est en moyenne 150 000 voitures par an. Donc vous savez quel est le nombre d'usines qu'il faut fermer. Et donc tout ceci, c'est du bon sens, c'est à la portée de n'importe qui. Simplement, le problème que nous avons en Europe, c'est que, comme ça a été dit, tout le monde veut effectivement faire ce qu'il y a à faire, et personne ne conteste cela, mais personne ne veut assumer les conséquences de ça. Il n'y a pas eu, au niveau du Parlement européen, une seule étude d'impact sur les décisions qui ont été prises. Pas une seule. Et vous voudriez que ce soit les industriels qui digèrent la totalité des conséquences, c'est juste pas possible. J'ai fait le petit calcul dans ma tête auquel vous nous proposez, là, vous nous mettez au défi. En fait, ça veut dire que si le marché français, je prends que le marché français, pas le marché européen, se réduit d'un quart, ça veut dire qu'il y aura une usine Stellantis en moins quelque part. C'est en tout cas 20% de 500 000 voitures en moins, ça fait 100 000 voitures qui disparaissent pour Stellantis. Je vais vous poser la question autrement, si vous voulez bien. Pourquoi voulez-vous qu'il y ait des usines si vous voulez pas de voitures? Enfin, en tout cas, on voit la violence du sujet. Est-ce qu'on peut remettre la question 3 qui vient de la salle pour terminer sur une note un peu moins violente, pour reprendre votre terme, la question 3 qui faisait référence, qui nous venait de la salle, qui demandait si, comme en Allemagne, l'essence synthétique pourrait être une alternative à l'épuisement des ressources naturelles. Afin de conserver les moteurs actuels, je vous pose cette question en tant que capitaine d'industrie, mais aussi comme amateur, on le sait que vous aimez bien les voitures, la vitesse, que vous êtes un compétiteur. Ou alors est-ce que effectivement ce modèle de voiture rapide est destiné à devenir obsolète et il faudra que tout le monde fasse comme vous, fasse de la compétition sur des voitures classiques qui ont quelques dizaines d'années d'âge. Est-ce qu'en fait la belle voiture, c'est fini ? Si vous me posez la question, je vous réponds comme toujours avec franchise. Je pense que c'est totalement marginal et que ça relève du fantasme. Je pense que c'est tout à fait marginal. L'humanité peut vivre sans voiture sportive, sans voiture de luxe. C'est pas un sujet de survie. Par contre, c'est un fantasme. C'est un fantasme de nos sociétés et en particulier de la société française qui est de dire le problème, c'est pas moi, c'est les autres. Et si le problème, c'est les riches, c'est encore mieux. Donc, c'est un fantasme. Ça pèse pour rien du tout, rien du tout, rien du tout, rien du tout. Maintenant, personne ne va s'accrocher, surtout pas moi, à cet élément-là. Si on doit vivre heureux avec nos petits-enfants sans voiture de sport et sans voiture de luxe, eh bien, nous vivrons heureux avec nos petits-enfants sans voiture de sport et sans voiture de luxe. C'est juste un fantasme. C'est pas le point essentiel. Par contre, les carburants synthétiques, c'est un sujet qui est un sujet très important pour deux raisons. D'abord, il n'est pas encore démontré totalement qu'il soit 100% neutre en carbone, premièrement. Et il faut que les entreprises qui se sont engagées dans cette voie soient en mesure de nous le démontrer. Je pense qu'ils vont y arriver, mais ça va prendre un petit peu de temps. La deuxième chose, c'est que tout le monde fait l'hypothèse, et c'est un discours politique, que ça va être très cher et que donc ça va être un carburant avec une image polluante pour les riches. Je veux bien qu'on dise ça d'un point de vue politique, c'est confortable et c'est facile. Maintenant, imaginez ce qui se passerait si dans 5 ou 10 ans, après que nous ayons dépensé pour notre part environ 20 milliards d'euros en investissement d'électrification, on venait à trouver la solution d'un carburant synthétique abordable qui soit neutre en carbone. Qui va payer la facture des 20 milliards d'euros d'investissement en électrification?
Merci Carlos Tavares. Je voudrais, pour terminer, qu'on ait l'avis de Christian Gaulier sur cette question et que, Christian, vous concluiez sur un autre fantasme et qui vient de l'autre bord, qui est de dire que une des solutions serait de réduire encore la vitesse et de abaisser la vitesse limite en France à 130, à 110, parce que je trouve que c'est une idée très contre-intuitive que vous avez développée dans Challenge. Je vous laisse donc, oui. Mais il nous reste malheureusement que 2 minutes, Christian. Oui, merci. Effectivement, donc je suis tout à fait d'accord avec M. Tavares. C'est un fantasme. L'importance des voitures de sport dans les émissions de CO2 du secteur de la mobilité est assez réduit. Néanmoins, c'est un symbole. Hein. C'est un symbole comme la vache sacrée des jets privés en France. Il faut que les riches montrent l'exemple. Alors, les riches, effectivement, sont déjà en train de basculer sur les voitures électriques. Hein, donc, c'est un bon point. Sur le risque, je pense l'exemple des carburants synthétiques est excellent. Effectivement, c'est pas impossible qu'on trouve une bonne solution qui permette de faire en sorte que la décarbonation de la mobilité, du secteur de la mobilité se fasse par les essences synthétiques. Sur la limitation de vitesse, parce que c'est édifiant ce que vous nous avez raconté dans Challenge. Donc sur ce point-là, effectivement, moi l'année dernière, je m'étais dit, avec la guerre en Ukraine, je vais rouler à 110 km/h sur l'autoroute pour réduire l'achat de pétrole à Poutine. Donc mon épouse n'était pas très contente, elle ne voyait pas trop le point. Et effectivement, j'ai fait des calculs à l'automne après avoir fait l'effort, et je me suis dit, mais en fait, le passage de 130 à 110 a un avantage parce que ça améliore l'efficacité énergétique du moteur. Vous parcourez plus de kilomètres par litre d'essence, mais en fait, l'effet d'efficacité énergétique est très faible. Vous gagnez peu de litres d'essence par kilomètre parcouru et vous économisez peu d'émissions de CO2 par rapport au temps perdu. Et évidemment, vous devez mettre dans la balance l'efficacité sociale d'une action comme celle-là. D'un côté, les gains en termes de pouvoir d'achat, vous réduisez la consommation d'essence, les gains en termes écologiques, vous réduisez l'émission de CO2, et les coûts de ça, et le coût essentiel de cela, c'est le temps de parcours. Le temps de parcours est augmenté de 20%. Hein, et quand vous mettez une valeur sur le temps c'est de l'argent, eh bien en fait, le gain écologique, le gain en termes de pouvoir d'achat est largement dépassé par le coût du temps perdu, et Macron l'avait bien compris, c'est la première de toutes les propositions de la Convention citoyenne pour le climat, c'est la première qu'il a rejetée parce qu'il a bien vu que le coût social l'emporte sur les bénéfices écologiques. Fin d'un autre fantasme, donc, en conclusion de cette session. Je pense que ce que vous disiez, Carlos Tavares, de réfléchir à ce que nous promettons à nos petits-enfants, c'est quelque chose qu'on devrait avoir gravé dans ces sommets du bien commun. Merci Carlos Tavares, merci Christian Gaulier, merci. Et en tout cas, place à la session suivante.